Voilà, donc de retour pour la troisième partie. Donc, toujours petit sprint final jusqu'à la fin. Et puis, de toute façon, je répondrai après à vos questions, parce qu'il y a pas mal de questions. Mais avant, petit débunkage, toujours dans la thématique de la repentance thématique qu'on veut vous faire constamment, ce chantage idéologique. Et là, c'est Arte qui s'y emploie. Bon, bah, vous ne pouvez pas attendre mieux de leur part. Donc, toujours ce chantage à l'histoire. Et là, c'est assez fascinant, c'est que en fait, l'Europe serait responsable donc de la pauvreté mondiale. Vous avez affamé, appauvri tout le reste de l'humanité, à part un petit bout de territoire dans le nord-ouest de l'hémisphère nord. Tout le reste a été, mis sous la coupe réglée donc, des pays européens qui auraient pillé donc, sans conteste. C'est ce qu'on va nous expliquer. Alors je vous laisse voir en plus comment c'est fait, avec des jolis petits dessins, c'est bien expliqué. Regardez-vous maintenant. Vous êtes un empereur Inca en Amérique du Sud. Vous êtes riche, mais... Vous êtes un empereur Inca en Amérique du Sud, vous êtes riche. Bon, un petit peu un postulat. Hein. Alors j'adore la vision des Incas, très gentils, hein, sachant que bon, c'est pas forcément ce qu'on nous disait des Incas et comment ils traitaient leurs ennemis, ni des Aztèques. Hein, quand on est arrivé là-bas, forcément, c'était peut-être pas forcément les gens non plus les plus sympathiques à plusieurs égards. En tout cas, bon, on nous explique que c'était des gens très riches. Ça ne va pas durer. Vous allez devenir pauvre à la vitesse grand V. L'ère du colonialisme a commencé. Les conquistadors ont envahi votre pays. Ils vous promettent la vie sauve en échange de votre or. Alors ça, c'est pareil. Vision complètement, mais... ils vous promettent la vie sauve en échange de votre or. Vous remarquerez au passage toujours l'aspect très très méchant. Ils ont des grandes barbes aussi. Non, c'était pas des conquistadors de Daesh à l'époque. Non, mais le commentaire est quand même assez stupéfiant. Donc, vous devez donner votre or en échange. Alors, sachant que, en plus, aujourd'hui, sur la conquête espagnole, on en sait beaucoup plus qu'avant. On sait que cette conquête, elle a été effectivement effectuée par un petit nombre d'hommes qui ont profité des dissensions qui existaient au sein des civilisations Incas et leurs ennemis, et les Aztèques et leurs ennemis. Et c'est précisément parce que, justement, leurs ennemis se sont alliés aux Européens, aux Espagnols. Hein, parce que là aussi, on vous présente les Européens, vous allez voir, jamais de distinction. Hein, là, le pas d'amalgame, on ne connaît pas, c'est les Européens. Donc, les Espagnols, évidemment, oui, vont ramener des galions d'or, on le sait, hein, évidemment, vers l'Europe. Mais est-ce que ça fait de l'Espagne aujourd'hui le pays le plus riche de la planète ? Pose la question. La pauvreté est la conséquence d'un vol. Derrière toutes les formes de pauvreté modernes, il y a l'usage de la force. La pauvreté est la conséquence d'un vol. Donc en gros, c'est toujours, si la personne est pauvre, elle s'est fait voler. Dire si aujourd'hui, la Papouasie, un des pays les moins développés du monde, un des plus pauvres, c'est évidemment qu'il s'est fait voler. Ah non mais, là, c'est soit ne rien comprendre, soit ne pas comprendre ce que c'est les phénomènes économiques. Je veux dire, même en études d'économie, on vous apprend Adam Smith, Ricardo, je sais pas, la richesse des nations, la division du travail, non, ça, il n'a jamais entendu parler. La technologie, on va jamais parler de technologie. Non, c'est forcément, vous êtes pauvre, vous êtes fait voler, quoi. Hein, mais vous êtes pauvre, vous êtes mal organisé, vous êtes pauvre, vous n'êtes pas... vous êtes comme ces gens, vous avez des gentilles traditions de tout brûler, vous êtes pauvres, vos traditions c'est s'entretuer. Ça, non, c'est quand même la faute des méchants européens. D'accord. Vous êtes emprisonné. Votre peuple se meurt sous vos yeux, décimé par des maladies comme la grippe ou la syphilis, importées par les conquistadors.
Ah, alors, la grippe ou la syphilis importée par les conquistadors, euh, il semble bien que la syphilis, c'est plutôt l'inverse. C'était plutôt une maladie venue justement d'Amérique du Sud vers l'Europe. Et évidemment, comment on appelle ça, la petite vérole, ouais, ce sera importé par l'Europe. Mais de toute façon, il est évident que la rencontre entre la civilisation européenne et la civilisation amérindienne est un véritable choc, hein, à tous les égards, choc culturel, choc militaire et choc biologique. Et ce sera même un choc pour toute l'Amérique, puisqu'on sait très bien que les Européens vont emmener des choses dans leur bagage qui n'existaient pas en Amérique. Et inversement d'ailleurs, des choses d'Amérique qui vont ramener en Europe qui n'existaient pas en Europe. Il y aura un énorme transfert, échange dans cette période-là. Les Européens sont responsables de la pauvreté des habitants d'Amérique du Sud. Les Européens sont responsables de la pauvreté des habitants d'Amérique du Sud. Ça, c'est pas d'amalgame, pas de stigmatisation. Ah non, 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 là, les règles ne tiennent pas court, hein, monsieur le procureur. Là, non. Donc, c'est les Européens. Donc, on ne sait pas ce que ça voudrait dire, même. Alors, les Lituaniens, les Finlandais, les Polonais, les Ukrainiens, les Moldaves, les Roumains, les Autrichiens, les Islandais. En fait, tous ces gens-là sont responsables. Les Européens. On est tranquille. Alors que la colonisation de l'Amérique ne concerne que quelques nations européennes. Hein, à tout casser, elles sont 4 ou 5. Hein, voilà, allez, 6 peut-être, en ajoutant vite fait, timidement, allez, les Hollandais après. Mais je veux dire, c'est la France, c'est l'Angleterre, c'est la Hollande, c'est l'Espagne et le Portugal. Voilà, ça concerne 5 pays européens. L'Allemagne n'a jamais eu de colonie en Amérique. Le Danemark non plus. L'Italie non plus. La Grèce non plus. L'Autriche non plus, la Lituanie non plus, la Finlande non plus, la Pologne non plus, la Moldavie non plus, la Roumanie non plus. Puis, ouais, la liste est longue. Donc les Européens, là par contre, ça ne dérange pas. Bon, les amalgames, et puis en plus, c'est eux qui sont responsables de la pauvreté de l'Amérique du Sud. Donc toute la pauvreté de toute l'Amérique du Sud, du nord au sud, sachant que l'Amérique du Sud est aussi des fois peuplée de pays majoritairement européens. Mais ça, le commentaire s'en embarrasse pas. Ils leur ont pris leurs terres et les ont déplacés. Privés des moyens de subvenir à leurs besoins, les Sud-Américains ont dû travailler dans les plantations, les haciendas, les mines, où ils extrayaient l'or et l'argent tant recherchés par les Européens. Bah oui, les Européens, encore une fois, je vous dis un gros raccourci, hein, parce que voilà, ils nous parlent des mines d'argent, comme il y en a eu, oui, en Bolivie, les Espagnols, oui, les Portugais aussi qui ont exploité le Brésil, les côtes essentiellement, ils ont revendiqué à l'intérieur des terres, mais vous savez que ce sont les côtes qui ont été particulièrement développées. Les autres pays, par exemple en Amérique du Nord, c'est complètement différent. Les Anglais, les Hollandais s'installent, les Français, puisque c'est la France hein, qui est la première là-dedans, elle fait du commerce de castor, hein, de peaux et de fourrure, du bois avec les Indiens. Donc il n'y a pas d'or hein, à piller en Amérique du Nord. Donc c'est pas un peu un raccourci hein. Bon là c'est vrai qu'à leur décharge ils ont dit à voler les pays d'Amérique du Sud. Combien même les pays d'Amérique du Nord, on se demande pourquoi eux hein, n'ont pas été volés aussi, mais bon, puisqu'ils ont été colonisés de la même façon. Ah peut-être qu'on dira bah les États-Unis c'est une colonisation qui a réussi. Mais ça fait mal. C'est ce qui a fait sombrer des millions d'entre eux dans la misère. Donc avant, ils étaient riches, ce que je comprends, on m'explique, avant tout allait bien. Et puis, les Européens, sans distinction, arrivent, les pillent et ils deviennent pauvres, du jour au lendemain. Dans votre rêve, l'empereur Inca fait un rêve. Vous survolez la Terre. L'Europe n'est pas encore plus riche que le reste du monde. Vous vous demandez comment les choses ont pu changer à ce point. Donc l'Europe n'est pas aussi riche que le reste du monde. Donc c'est pour nous expliquer quoi ils sont devenus riches, donc évidemment en volant tous les autres. Ça c'est le fond de ce qui est suggéré, évidemment. La réponse est peut-être en Amérique du Sud.
Les colons européens sont en train d'y jeter les bases de la pauvreté moderne. Puis vous traversez les nuages en direction de l'Afrique pour voir si le continent noir souffre déjà de la faim. West Africans were economically Ah, alors, évidemment, voilà, on vous présente voilà, une espèce d'image d'Épinal de l'Afrique qui ne ressemble absolument pas, pardonnez-moi, mais à la réalité. Donc il y aura à la fois donc, ce Sahel avec des cabanes et des huttes, puis là, quelque chose de très moderne avec une maison de type Bavière, un petit chariot, etc. C'est-à-dire quelque chose qui ressemble pas du tout à l'Afrique. Pardonnez-moi, mais là, il faut être quand même franc, un peu, hein, dans l'imagerie. Parce que là, on diffuse une imagerie, on est en train de vous expliquer quelque chose, mais c'est complètement détourné. Ça, c'est aussi une image idéologique, parce que moi, des maisons comme ça dans le Sahel, avec des petites, visiblement, je sais pas, une petite carriole, etc. Et puis dans un côté, vous avez vu, il n'y avait pas d'arbres, de l'autre côté, il y aurait des arbres, hein, miraculeusement. Puis on vous a mis quand même des espèces de zébus au fond, mais c'est de la propagande. savvy. Those L'Afrique précoloniale avait une économie très prospère. economic production were numerous, especially the ordinary people. Beaucoup de gens ordinaires participaient à la production économique. Showed up. Alors, l'Afrique précoloniale avait une économie très prospère, beaucoup de gens participaient à la production économique. Certes, mais est-ce que c'était un pays riche dans les critères économiques qu'on a définis un pays riche avant? Tout est là. De quels critères on définit? Oui, les gens participaient à l'économie. Ouais, mais est-ce que ça, je veux dire, même les papous, ils participent à l'économie, hein, tout le monde est obligé de faire un truc, mais est-ce que ça en fait un pays riche dans les critères qu'on a définis de la richesse économique des pays? Tout est là. At the end of the 15th En Afrique de l'Est, quand les Portugais sont arrivés à la fin du XVe siècle et au début du XVIe, les sociétés swahili de Mogadiscio à l'île de Kilwa au large du Mozambique étaient à l'apogée de leur puissance commerciale. of their history in terms of their commercial civilization. C'est-à-dire, bon, les mecs au XVe siècle, ils étaient déjà à fond. Ils étaient à l'apogée de leur puissance commerciale. Et là, c'était il y a 600 ans, quoi, 500 ans. Ils ne pouvaient pas pousser plus. Donc, pas étonné qu'ils se soient fait balayer, quoi. Si, c'était à leur apogée, quoi. Puis on vous dit des sociétés. Alors, c'est marrant parce que ils passent outre le fait que ces sociétés pratiquaient l'esclavage, vendaient beaucoup d'esclaves. Hein, l'île de Zanzibar, etc. Les sociétés dont ils parlent faisaient du commerce d'esclaves. Énormément de commerce d'esclaves. C'était même ce commerce-là, à partir de là, que les Européens aussi vont faire du commerce d'esclaves. Ils vont se servir de ce qui se fait déjà dans ce coin-là. Donc, son commerce florissant, sachant que beaucoup de commerçants, en plus, sont des Perses. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que Zanzibar, ce sera l'île des Noirs, hein, le pays des Noirs en Perse. Eh bien, c'est normal parce que les Perses, beaucoup de Perses habitent ces régions-là. Jusqu'à aujourd'hui, ils ont même fui, hein, pour certains, énormément la Perse. Et pourquoi ils fuient la Perse? Eh bien, ils fuient la Perse devant, je suis désolé, mais l'arrivée de l'islam. Là, oui, parce que c'était des Zoroastriens, voilà, on me l'a dit tout à l'heure. Hein. Vous voyez, un peu des gens comme, vous voyez, il y en a un qui deviendra célèbre de cette, on va dire, de cette communauté, c'est Freddie Mercury. Vous voyez, le chanteur de Queen. Voilà, qui lui aussi était un Perse zoroastrien dont la famille venait de Zanzibar et faisait probablement du commerce d'esclaves. Hein, c'est le commerce à son apogée florissant. Évidemment que le commerce va tomber après. To the point that the port D'ailleurs, en découvrant ces villes côtières bouillonnantes d'activité, les navigateurs portugais ont voulu s'en emparer. activity, and they felt that, we need to take over. Ah, ils ont voulu s'en emparer, oui. Enfin, bon, les Portugais vont créer justement des comptoirs commerciaux. Leur but, c'est d'arriver à avoir des routes commerciales vers l'Inde, ce à quoi ils vont réussir pour avoir le commerce des épices et éviter justement le monde musulman qui maîtrise la route de la soie. Many communities, land was relatively abundant. En Afrique centrale, les terres cultivées étaient nombreuses. And soldiers. They raided D'après les missionnaires et les soldats portugais, l'agriculture du Congo était plus productive que celle du Portugal. Alors, d'après les missionnaires, l'agriculture du Congo était plus que celle du Portugal. Oui, enfin, le Portugal, de toute façon,
dois-je rappeler qu'il doit faire 20 ou 30 fois ou je sais pas combien de fois moins la taille du Congo. Alors, vous comparez, vous dites, ah, mais attends, moi j'habite dans 1400 mètres carrés et l'autre il habite dans 25. Ouais, mais bon, c'est vrai que chez moi, je paye plus cher pour le chauffage. Ouais, d'accord. Non, mais c'est un peu ça, quoi. On compare le Portugal et le Congo. Alors, si vous comparez, regardez la taille des deux pays et dire, oui, l'agriculture est plus florissante au Congo qu'au Portugal. Ouais, bah, vu la taille du pays, ce serait l'étonnant qui fut quand même le contraire, je veux dire, qui fut étonnant. Là, on nous explique aussi que voilà, le Congo, mais est-ce que le Congo faisait déjà, comme le Portugal, du business avec toute la planète? Ça, j'en doute fortement. Donc c'est ça aussi, quand on détermine le critère de richesse, le PIB, c'est basé sur quoi exactement, quoi? Sur les 10 pays riches, pays pauvres, ah bon? Of two crafts or industries. One was Dans le domaine de l'artisanat, il considérait que le textile et la métallurgie égalaient ce qui se faisait de mieux en Europe. equal. Le textile et la métallurgie. Donc, alors là, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Les Portugais, ils arrivent au XVe siècle. Ils nous disent que le textile et la métallurgie sont supérieurs aux Européens. Bah, pourquoi ils se laissent dominer facilement? Ça veut dire quoi? Ils ont au moins des canons, des fusils, voilà, des bateaux aussi rapides, des équipements, etc. Visiblement, non. Donc, je ne comprends pas quand il nous dit que les Européens arrivent et les Africains de l'Est seraient supérieurs technologiquement à ces Portugais, et pourtant ils se font balayer quand même par les Portugais. Enfin, balayer, façon de parler. Les Portugais, en tout cas, arrivent à placer leur fort tout au long du truc. Et puis d'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé? Puisque là, s'ils étaient en avance, si c'était mieux, aujourd'hui, ils devraient être encore plus loin. To invest in Europe. When you look at this phenomenon in terms of planetary Avant 1492, l'Europe était à la périphérie du système monde. Alors, ça, c'est la super idéologie. Avant 1400, c'est un peu 1492, ça ressemble à 1789 pour la France. C'est-à-dire avant 1492, on nous explique l'Europe est à la périphérie du monde, elle vaut rien, etc. Ah bon? Mais alors, dans ce cas, autant faire fi de tout ce qu'on nous a appris sur les Grecs, les Romains, voilà, toute l'époque médiévale, etc. Tout ça n'existe pas. C'est la périphérie. Ah bon, la périphérie? Mais ils faisaient quoi aux îles Tonga à la même époque? Ils faisaient quoi c'est un peu facile, comme on balaye comme ça tout le passé, tout le passé européen avant, ils étaient minables. Et c'est l'Amérique, on croirait que c'est un peu l'euro million, quoi. a peripheral part of the world system. In that respect, C'était une région relativement pauvre comparée au reste du globe. so forth. But that wasn't the case everywhere else. En Afrique, en Asie et en Amérique, il y avait des civilisations florissantes. En Afrique, en Asie, en Amérique, il y avait des civilisations florissantes. Moi, on m'explique pourquoi ces civilisations tellement florissantes, elles se sont fait balayer par la sauvagerie méchante de l'homme blanc perfide qui a cherché à les anéantir. Mais si elles étaient tellement florissantes que ça, pourquoi elles ont réussi à se faire balayer si facilement? S'ils étaient en avance technologiquement, puisqu'ils avaient une métallurgie, etc., supérieure, si ces sociétés étaient tellement florissantes, comme on nous l'explique, hein, je veux dire, comme Arte nous l'explique, bon, bah, moi, je me pose la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé. You would have seen societies thrive. Après 1492, Then afterwards, la situation change radicalement. radically. Vous, l'empereur des Incas, mourrez étranglé avec un collier de fer. Là, vous avez toute l'image du méchant européen. L'Européen est quand même plus technologique que Daesh. Daesh, bon, ils prennent un couteau, machin. L'Européen, lui, construit une machine bien pour torturer. Ça, comme quoi, il a mis de la technologie, hein, même dans le supplice. Voilà, donc en fait, on y apprend, ben voilà, c'est encore une fois les méchants Européens. Donc toute la planète était riche. Et d'un coup, l'Européen, qui était le plus pauvre, il est allé braquer tout le monde. En fait, c'est un peu comme ça qu'il faut le voir. Hein. Nous appelons cette mort douloureuse le supplice des garrots, vois-tu?
Voilà. Donc, gna, tu vois, le soldat bien méchant qui rigole, vous voyez, il y aura toujours des gna, 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 ça rigole bien. En tout cas, c'est un peu sadique, hein, vous voyez, les Européens. Vous ressortez de l'autre côté, en Chine, en 1743. Ah, alors ça c'est intéressant, il ressort en Chine en 1743. Hein, qui imagine, pareil, c'est un pays au top, c'est l'an 3000, c'est la Californie, la Chine. Vous êtes une jeune fille dans un vaste champ. Rien ne pousse. Il pourrait y avoir Ah, la terre est sèche, rien ne pousse, visiblement, mais à qui la faute tout ça? une famine. Mais vous vous sentez en sécurité en Chine. Dès l'époque des premiers documents, la prévention des famines et des inondations est considérée comme une tâche essentielle des souverains. Ah, vous voyez, les souverains chinois sont les parangons d'humanisme, d'empathie et de bonne gestion, puisque eux prévoient dans leur plan on va dire, de gestion territoriale, les catastrophes naturelles qui pourraient intervenir. Voilà, évidemment, alors qu'en Europe, bande de salauds, vous laissez crever le peuple. C'est ça qu'elles veulent nous dire. La famine de 1743 est célèbre parce que les secours ont été exemplaires. La météorologie a permis de prévoir la crise. La sécheresse n'est pas un phénomène imprévisible. C'est l'absence de pluie pendant des mois. Donc les autorités savaient qu'il y aurait une sécheresse. Les greniers étaient pleins. Il est possible que 2 millions de personnes aient reçu de l'aide alimentaire. Bah alors c'est pas une famine, je comprends pas le truc. On nous dit, ah bah cette famine, elle a été super connue parce qu'elle est super médiatisée, mais il n'y a pas eu de famine parce qu'on avait prévu et les greniers étaient pleins. Oui, mais alors, c'est pour nous dire quoi? Eh ben, encore une fois, c'est l'idéologie. Vous voyez, les Chinois, ils gèrent, voilà, bien pour leur peuple. Les Européens, vous êtes des va-nu-pieds. Grâce à ces sacs, vous ne mourrez pas de faim. Heureusement que vous ne vivez pas en Occident, mais en Orient. Sous un bon gouvernement, la pauvreté est une honte. Alors par contre, je m'interroge encore sur l'accent de Confucius. Est-ce que c'est permis ça? On m'interroge et tout. Je sais pas. Mais mais voilà, il n'y a pas de lobby, de lobby chinois, de lobby viet. Désolé pour nos amis bridés, mais là, on peut taper dessus à volonté. J'ai vu qu'il y avait le CRAF maintenant, le Conseil représentatif des associations asiatiques de France. Alors il y a le CRAN, le CRAF, le CRAB, le CRIF. Ça, ouais, on va faire une grande table un jour, hein, si on peut. Mais voilà, l'accent me paraît un peu douteux. Hein. J'ose pas imaginer qu'on y représentait des personnages d'autres ethnies, d'autres origines, avec le même genre d'accent, sans provoquer de grands scandales, hein, immédiatement. Hein. Ah non, regarde, raciste. Ah là, il n'y a pas de racisme. Non, les Chinois peuvent taper dessus. Il n'y a pas de problème. Hein, les Chinois, le Chinois n'est pas très coté dans l'antiracisme. Hein, vous voyez, il n'y a pas trop la côte. Hein, dans le chinois, oh, ça paye pas trop le chinois. Non, en plus, vous pouvez vous permettre de taper dessus. Il n'y a pas beaucoup de représailles. Hein. Sous un mauvais gouvernement, c'est la richesse qui est une honte. Bon, dans un mauvais gouvernement, c'est la richesse qui est une honte. Bon, là, on a le droit de se moquer des Chinois. Bon, il nous donne une vraie citation de Confucius. Vous avez vu, vous n'avez pas de chance si vous viviez en Occident à l'époque. Alors, 1743, dis donc, c'est vachement avancé quand même. Mais non, vous n'avez pas de chance, ils nous l'ont dit. Au 19e et au 20e siècle, la Chine est considérée comme un pays pauvre. Mais de l'époque de Marco Polo à la fin du XVIIIe siècle, les Européens en contact direct avec la Chine sont très impressionnés par sa richesse. Ils ne la considèrent pas du tout comme un pays arriéré. Bah oui, donc les Européens ne considèrent pas comme un pays arriéré, ce que la Chine n'est pas. Mais après, dans les référentiels de ce qui fonde le calcul, ce qu'on appellera un pays pauvre, un pays riche, effectivement, la Chine va pas se permettre un pays riche. On sait qu'il y aura l'épisode, vous savez que les Britanniques, en 1850, la reine Victoria, on va envoyer les canonnières devant Hong Kong parce qu'on va vouloir forcer les Chinois
commercer avec les Britanniques, parce qu'ils achetaient le thé, et les Britanniques ont inventé l'opium, évidemment, pour qu'il y ait un équilibre dans la balance commerciale. Donc oui, ça c'est clair, mais on ne va pas vous parler de ça dans ce reportage. À la même époque, les États européens sont beaucoup plus petits. Ils n'ont pas de grenier public. Ils ont une autre idéologie politique. Oui, alors c'est bien, oui. Non mais, qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Les Européens ont une autre idéologie politique, ils n'ont pas de grenier public. Et alors? Mais peut-être qu'ils crèvent pas de faim, parce qu'en 1743, il n'y avait pas de famine encore. Donc, qu'est-ce qu'elle cherche à nous dire, quoi? Oui, c'est les méchants, les Européens, oui, mais ils sont pas comme nous, machin, oui, ils n'ont pas la même idéologie politique. Mais qui nous dit que son idéologie politique, qu'est-ce que ça a produit? L'idéologie politique de la Chine, là, en 2016. Vous croyez sincèrement que des Chinois, et là, pardonnez-moi, mais avec tout le respect que j'ai pour les Chinois, mais pourraient venir nous donner des leçons d'idéologie politique, hein, parce que là, on fait de 1743 à 2016. Alors, on compare les histoires politiques des deux pays. Vous croyez sincèrement que vous avez envie de vivre, à l'heure actuelle, sur un régime chinois? Alors, autant, je veux bien entendre, et moi-même, je serai le premier à dire non, je me contente pas peut-être de ce qui se passe politiquement actuellement, c'est clair. Mais si c'est pour échanger avec un régime chinois, non merci, je préfère encore le statu quo, je préfère être très clair. Ah ouais, parce que le régime de la Chine actuelle, communiste, qui est une espèce de presque tous les désavantages du capitalisme sans les avantages, et en plus de ça, il faut la fermer, et puis si vous n'êtes pas d'accord, on vous met une balle dans la tête et on fait payer vos parents. C'est bien ce que ça a produit, hein. C'est sûr quand elle nous dit oui, on n'a pas la même idéologie, que ça reste comme ça. Hein. Pourrait-il mettre en place le même système de grenier? Ce n'est pas la question. Il n'y a tout simplement pas de volonté politique pour cela. Il n'y a pas de volonté politique pour mettre les... Mais peut-être qu'il n'y a pas de famine aussi, madame. Hein, parce qu'en France, voilà, il y a une autre organisation. Voilà, vous savez très bien, ça s'est volé en éclats après, mais il y avait la police des grains, on vendait le blé prioritairement aux gens, etc. Donc, avec son histoire de grenier public, comme si c'était la panacée, non, il y avait peut-être d'autres organisations, tout simplement, à l'époque. Mais ça, c'est sous-jacent. De toute façon, vous voyez, c'est juste dans le reportage pour vous dire, les Européens, de toute façon, c'était des salauds. Voilà, nous, au moins en Chine, on faisait profiter des trucs à tout le monde, et voilà, comme si en Europe, ça n'était pas le cas. C'est toujours ça l'idée sous-jacente, vous voyez, de l'idéologie du reportage, parce que c'est ça toujours le fond. Vous vendez des tissus sur un marché animé. On vous paie en Corée. Ces magnifiques coquillages servent de monnaie depuis des siècles. Alors, ouais, les coris, oui, enfin, je suis allé voir, apparemment, ça vient des Maldives et des îles Soulou. Ça s'est répandu ouais, dans le Pacifique Ouest et l'océan Indien, quoi, je veux dire, sur l'est de l'Afrique. Oui, il y en a eu, après, on en a retrouvé même jusqu'au Bénin, au Dahomey. Ouais, et alors, les coris, c'est ça, il faut revenir au coquillage. Si vous étiez si riche, allez, vous pouvez redevenir très riche. Allez emmagasiner des milliers de tonnes de coquillages. Après, il faudra essayer que les coquillages aient une valeur pour pouvoir les vendre. Mais bon, on pourrait, si tous les pays l'acceptent, après tout, pourquoi pas. Mais il va falloir draguer de la mer. Hein. À chaque pièce d'étoffe vendue, votre bocal de coris se remplit. Puis la police coloniale arrive. Vous remarquerez la police coloniale, c'est toute la même, tous les pays se valent, encore une fois, il n'y a pas de différence, tous les pays sont à la même enseigne, les Européens, pas grave l'amalgame, non mais Européens c'est pas grave, vous rentrez pas dans le pas d'amalgame, hein, vous êtes des races non racisées, des personnes non racisées, donc vous n'avez le droit à rien dans l'idéologie antiraciste. Donc là vous voyez, alors il y a toujours un mec qui est toujours en ambiance Daesh, hein, dans les coloniaux, là il y a toujours des barbes et tout. Alors c'est plus des casques coloniaux, alors on ne sait pas trop s'ils sont anglais ou français, en tout cas ça a l'air d'un pays arabo-musulman, hein, c'est pareil, hein, en mettant des attention, pas de racisme, tu vois, c'est halal et tout, mais voilà, je le dis en voyant les gens, quoi, tu vois, et puis ça se voit que c'est pas l'Afrique équatoriale. Elle n'aime pas votre monnaie. Ah, ils sont méchants et tout, ils ont poussé le mec et ils lui ont volé ses coquillages. Mon Dieu, la vengeance. Donc voilà les coris, les fameux coris, ouais. Les coris, par exemple, sont une monnaie locale importante. C'est l'une des monnaies que les gouverneurs coloniaux vont essayer d'interdire, quelle que soit la fortune des gens. Même pour les...
les gouverneurs coloniaux vont tenter d'interdire. Bah évidemment, c'était leur intérêt de mettre en place leur monnaie. Hein. Mais qu'est-ce qui empêche aujourd'hui tous ces pays de revenir au Cori? Après tout. Moi, je leur dis, revenez au Cori. Après tout. Commerçants. Trade dealt it. You find out that Eh bien, du jour au lendemain, ça ne vaut plus rien. Ah bah oui, mais ça, c'est la réalité économique. Oui, du jour au lendemain, ça ne vaut plus rien. Mais du jour au lendemain, s'ils décident que les monnaies qu'ils utilisent aujourd'hui ne valent plus rien et qu'ils reviennent au coquillage, ils ont aussi le droit de le faire. Après, il faudra accepter de commercer mondialement avec les coquillages. Tout le monde ne les acceptera peut-être pas. Tout le projet impérial européen est de bâtir un système mondial qui, sur le plan économique, Le projet impérial européen. Vous voyez, si ça, c'est pas de l'amalgame et une façon de mettre tout... Et on nous montre en plus une image des États-Unis, j'adore, hein, le projet mondial européen, puis c'est une image du drapeau américain. Alors c'est peut-être eux le projet mondial américain qu'on devrait dire, parce que le projet mondial européen, impérial européen mondial, comme il dit, à l'époque, et l'époque qui a été soulevée, il n'existe pas. Mais non, il n'existe pas. Parce que c'est pas un projet européen, ce sont des nations européennes qui sont à la concurrence entre elles, hein, qui n'arrêtent pas justement de se faire la guerre, précisément pour ces influences de domination coloniale. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de projet commun. Hein. Les Anglais vont mettre les Hollandais dehors de la Nouvelle-Amsterdam, qui deviendra New York, puis ils vont faire la même chose au Cap, en Afrique du Sud. Ils vont, par le traité de Paris, nous prendre le Canada, tout un tas de terres en Amérique du Nord, dans les îles, voilà, l'Inde et compagnie. Donc en vrai, ce sont des nations qui se battent entre elles. Donc nous parler de cette globalité comme s'il y avait un projet impérial européen et des pays européens qui auraient œuvré ensemble à la domination et à la colonisation, c'est faux. Ils n'ont pas arrêté de se faire la guerre. Et il y a eu une entente entre l'Espagne et le Portugal, le fameux traité de Tordesillas, qui est connu, hein, avec tout ce qui est à l'est, c'est à moi, tout ce qui est à l'ouest, c'est à toi, en gros, qui a été respecté que par l'Espagne et le Portugal. Toutes les autres nations européennes ont dit on ne reconnaissait pas ce traité, elles s'installaient où elles voulaient. Donc voilà, c'est ça la réalité. Donc nous décrire un espèce de projet impérial européen, ça n'a jamais existé. Ça c'est encore, voilà, implémenter des choses fausses dans l'esprit des gens. de la pauvreté. C'est l'origine du concept de tiers-monde. Ah, c'est l'origine du concept de tiers-monde. Un mot qui a été inventé hein, dans qui est plutôt issu du tiers-état, donc les années 50, le tiers-monde, voilà. Et comme par hasard, donc en fait, les Européens, depuis 500 ans, ils pensaient à faire le tiers-monde, hein, avec les méchants. Ah ben, dis donc. Et ce qui ne tient pas absolument pas la route, on le verra pourquoi après. Votre peau a changé de couleur. Ah, alors maintenant c'est les Indiens. Ah, tout le monde, je dis, l'Européen a braqué la planète. Vous êtes dans un camp. Il y a un mois, vous étiez un paysan indien affamé. Aujourd'hui, vous êtes un ouvrier indien affamé. En plus, J'adore parce qu'il nous dit, vous étiez un paysan indien affamé, aujourd'hui vous êtes un ouvrier indien affamé. Donc il a changé de conditions sociales, mais finalement, dans ce cas, c'est pas la colonisation qui est responsable de sa situation. Il était déjà affamé avant. Mais non, quand bien même, ça c'est la logique voilà, qu'on a du mal à comprendre. vous ferez du choléra. C'est une mauvaise nouvelle. Un train circule sur une ligne construite par les Anglais. Donc c'est les Anglais qui ont construit les trains. Hein, ouais. Ah, ça me rappelle un autre pays. Bon, je dis rien. Un nuage s'en échappe. Un nuage de blé, de la nourriture. Mais soudain, vous comprenez que le train est plein de céréales destinées à l'exportation. Les salauds, ils sont en train d'exporter les céréales des Indiens. Ces salauds d'anglais. Est la pire forme de violence. La famine de 1876 dans le sud de l'Inde était due en partie à une mauvaise météo. Donc, la famine est due à une mauvaise météo. Donc, vous voyez qu'il n'y avait pas d'intention de départ de dire oui, on va voler leur bouffe, même si c'est suggéré. La récolte avait été maigre. Mais la famine aurait pu être évitée. Alors, une mauvaise météo, la récolte a été maigre, mais la famine aurait pu être évitée parce que, évidemment, il y avait les exportations.
Simplement, on a continué d'exporter des céréales alors que les gens mouraient de faim. Mais ça, j'aimerais bien savoir, parce que vous voyez, on nous présente ça, c'est les Anglais, salauds. Mais ça se trouve, c'est les mecs qui vendaient leurs trucs aux Anglais. Qu'est-ce qu'on en sait, hein? Qu'est-ce qu'on en sait que c'est pas les mecs, justement, qui vendaient leur production aux Anglais? Parce qu'en plus, si il faisait chaud et que ça a été mauvais, bah, le prix devait être très très élevé. Ça n'est pas dit dedans. Non, bah non, puisque si vous expliquez cette chose-là, peut-être ça démystifierait ce fait historique. Vous voyez, mais quand on prend un fait historique comme ça, on le balance, on ne sait pas même. Expédié vers l'Angleterre d'énormes quantités de nourriture produite sur place, alors qu'elles auraient pu servir à nourrir les 6 à 10 millions de personnes qui n'ont pas survécu à la famine. Ah. On nous dit, voilà, donc on vous reprend un petit fait dans l'histoire anglaise. On n'a pas de... Enfin, l'histoire de l'Inde avec l'Angleterre. On n'a pas de précision réelle sur qui a vendu quoi. Mais bon, on vous a tourné la chose. En tout cas, les Anglais sont des salauds parce qu'il y a eu des exportations de céréales alors que les gens mouraient de faim. Bon, on ne sait pas qui leur a vendu, on ne sait pas dans quel contexte, mais on vous explique qu'il a fait chaud, les récoltes étaient maigres, etc. Mais c'est quand même les salauds de Britanniques. Vous servez maintenant de l'alcool aux travailleurs pauvres d'Afrique du Sud. Autrefois, ils étaient paysans. Mais l'homme blanc a pris leur terre. Ah, ils étaient paysans, l'homme blanc a pris leur terre. Effectivement, l'Afrique du Sud a connu une forte colonisation venue au départ des Hollandais, puis après des Anglais. Et donc, il y a eu une bataille au moment où, effectivement, les Hollandais vont quitter les côtes parce qu'ils ne s'entendent plus avec les Anglais. Donc, vous voyez, le grand empire impérial européen, voyez, entre Anglais et Hollandais, ils ne se supportent pas. Ils vont, à l'intérieur, ce sera le Grand Tech, et ils vont tomber, évidemment, sur les Zoulous. Hein, et donc, oui, il va y avoir des batailles enragées avec les Zoulous, etc. Et qui va se solder, évidemment, par là, on le sait, la domination des Anglais. Parce que les Hollandais vont s'installer, ils vont créer des États libres, le fameux État libre d'Orange, etc. Puis après, ils vont se rebattre avec les Anglais. Enfin, vous voyez, ça va être très compliqué. En tout cas, là, on vous dit, bon, bah, voilà, ils sont fait voler les terres, ils deviennent, évidemment, des ouvriers. Durant le jour, ils descendent dans la mine. Le soir venu, ils s'emportent contre un système qui les condamne à la pauvreté à cause de leur couleur de peau. Avec la loi agraire de 1913, les Noirs ne peuvent quasiment plus acquérir de terre. Bien sûr, ça c'est le régime évidemment sud-africain, voilà, mais oui, c'est vrai que ça a été une période terrible parce que, bah oui, la communauté blanche d'Afrique du Sud s'est accaparée l'ensemble des terres. La communauté, cette communauté, c'est elle qui va découvrir, qui va développer l'industrie, mais qui va découvrir l'or, hein, qui va être la richesse absolue de Johannesburg. Voilà, donc les Zoulous étaient assis sur de l'or, ils ne le savaient pas. De vastes pans du territoire sont réservés aux Blancs. On a besoin des Noirs en ville comme main-d'œuvre. On n'est pas tenu de les loger, ni de leur verser un salaire décent. Oui, d'accord. Alors, vous voyez, le mélange des genres, parce qu'on nous a parlé, on a quand même fait un grand bond des Aztèques à l'Afrique du Sud, on va dire, moderne, hein, du XXe siècle. Il y a 500 ans qui séparent ces deux situations. On pourrait nous faire croire que c'est toujours pareil, parce qu'on fait le lien donc, entre ce qui a pu se passer avec Moctezuma, vous vous rendez compte, au XVIe siècle, et l'Afrique du Sud du début du XXe. Alors que pourtant, c'est des situations qui n'ont rien à voir. Pour moi, qui n'ont rien à voir, qui sont incomparables. Et pourtant, on va les mettre sur le même plan dans le reportage pour expliquer finalement ce que je vous dis. Pareil, caché derrière l'Européen, c'est le blanc. D'ailleurs, le terme est utilisé plusieurs fois, mais ce qui est le méchant hein, de l'affaire. C'est toujours ça le principe moteur, en fait. Hein. Et d'assimiler, évidemment, tous les blancs à la même enseigne. Parce que là, il n'y a pas d'amalgame. Là, on vous dit l'Afrique du Sud. Mais c'est quoi? C'est encore tous les Européens en Afrique du Sud. C'est les Lituaniens, les Finlandais, les Danois, les Français, les Suédois, les Nuagiens, les Anglais. Alors les Anglais, oui, ils sont mêlés. Les Hollandais, oui, ils sont mêlés. Mais tous les autres Européens sont-ils tous mêlés à ce qui se passe en Afrique du Sud? Ils sont tous responsables, collectivement. Ça, c'est pas du tribalisme aussi, les responsabilités collectives comme ça?
Women would take Les femmes lavent du linge, they would cuisinent cook food, ou brassent de la bière. brew beer. That Un peu pathos, oui, bon. Les femmes brassent du linge, effectivement, on s'en doute un peu, au mieux. Voilà, mais c'est toujours très pathos, ça nous explique pas le fond politique. is how gradually C'est la raison pour laquelle on voit apparaître progressivement des bidonvilles à proximité des villes. of cities. Regardez dans ce verre rempli de la bière que vous brassez. Vous allez voir les 30 prochaines années de l'humanité. Alors là, j'adore, parce que bon, là, toute la faute, hein, je dis, c'est... Putain, le blanc, c'est le... Vous connaissez le livre, hein, Le fardeau de l'homme blanc, c'est Rudyard Kipling, c'est... vas-y, allez, la guerre mondiale et tout, ouais, vas-y, attends, c'est... Ah bah, vous avez droit, oui, vous aurez le même droit... Voici des hordes de chars blindés, vos images des du raids soir, aériens, c'est vulgaire. des camps de concentration, puis des images plus réjouissantes. Ah, des images plus réjouissantes. Quand on voit des noirs qui applaudissent, c'est toujours plus réjouissant, évidemment. Et là, c'est Lumumba. Donc on va mettre tout sur le même plan, encore une fois. Lumumba, je vous dis, il nous a fait un sacré gloubi-boulga. Hein. Donc on est passé, je vous dis, on est passé de Moctezuma, Lumumba, l'Afrique du Sud. Tout est sur le même plan. La famine en Inde en 1877 dans le Pendjab ou je sais pas où. Donc voilà. Temps de l'indépendance, aujourd'hui victorieux. Les peuples noirs sont en liesse. De nouveaux drapeaux flottent. After the Les peuples noirs sont en liesse, des nouveaux drapeaux flottent. Donc, c'est l'indépendance des Noirs seulement qui serait mise en avant. Quand bien même, on nous a fait toute une explication sur l'Asie, l'Inde, l'Amérique du Sud, le machin. À la fin, on vous dit, il n'y a plus que des Noirs. Bon, c'est l'explication, en tout cas, qui nous est donnée. Mais les autres, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui se passe. Donc, on ne sait pas ce qui se passe. Voilà, on nous dit les peuples noirs. Bon, mais pourtant, l'indépendance de ces parties du monde, et en particulier des territoires là qui ont été évoqués, c'est pas que des Noirs. Si je m'en réfère à l'Asie, si je m'en réfère à l'Amérique du Sud, etc. Mais non, là, il n'y a que les Noirs. Bon, je veux bien. birth of the United Nations. Après la création de l'ONU, il y a une flambée de nationalisme en Afrique et en Asie. And the birth of De nouvelles nations voient le jour. L'Inde en 1947, le Ghana en Afrique subsaharienne en 1957. all these become Elles deviennent toutes membres des Nations Unies. and so Ouais, bah, jusqu'à là, tant mieux. Ils deviennent tous membres des Nations Unies. C'est ce que tout le monde voulait, non? Bah, tout va bien. issues such as Et donc les questions comme la fin du colonialisme ou la richesse et la pauvreté relative des nations sont débattues au sein de l'ONU. Ah oui, la richesse et la pauvreté relative des nations. Et effectivement, ça voudrait dire qu'il faille vraiment s'intéresser à comment les nations sont riches. Et ça, pour le moment, ça n'a jamais été posé. On nous a juste expliqué, c'est les Européens qui ont volé, c'est comme ça qu'ils sont devenus riches. C'est un peu facile comme explication. Vous avez changé. Vous portez une robe luxueuse. Vous portez une robe luxueuse. Ah bon? Des hommes en costume vous suivent. D'accord, vous avez du personnel. Vous n'êtes plus pauvre. Vous êtes la future chef d'État d'un pays pauvre. Ah, vous êtes la future chef d'État d'un pays pauvre. Bah, on commence par déjà peut-être pas avoir de robe luxueuse. Là. Non mais je trouve ça assez fantastique. Donc voilà, vous êtes maintenant chef d'un pays pauvre. Voilà, bah oui, mais c'est quoi alors qu'il faut faire? C'est que les riches doivent payer une compensation éternelle pour la prétendue colonisation, enfin la colonisation, mais comment on va l'évaluer, c'est ça? Parce que je comprends pas en fait à quoi ça mène de dire oui, bah ils étaient pauvres, maintenant ils sont pauvres, mais ça c'est à cause des pays occidentaux. Mais il y a des pays qui ont été colonisés et qui sont devenus riches. Oui. Et il y a des pays qui n'ont pas été colonisés et qui sont restés pauvres. L'Éthiopie. Vous allez prendre la Thaïlande, qui est au 91e rang en ce qui concerne comment on appelle ça, le rang du PIB, elle est plus basse que le Mexique, qui lui a été colonisé. Donc il n'y a pas de règles. Ça veut dire quoi les règles? Colonisé, pas colonisé?
Il y a des pays qui n'ont pas été colonisés, qui s'en sortent pas, et des pays qui ont été colonisés, qui s'en sortent très bien. Vous êtes venu écouter un discours. More than half the people of the world are living in conditions approaching misery. La moitié donc, de l'humanité, donc ça c'est juste après la Seconde Guerre mondiale. Poverty is a handicap and a threat both to them and to more prosperous areas. For the first time in history, humanity possesses the knowledge and skill to relieve the suffering of these people. Ah bon, ouais, bon, je sais pas comment ils vont s'y prendre, peut-être avec l'ONU, c'est ça qu'on a voulu nous dire, j'imagine. Une nouvelle page de l'histoire s'ouvre. Le monde se divise maintenant en pays riches et pauvres. Ouais, en pays riches et pauvres. Le Qatar, pays riche ou pauvre? L'Iran, pays riche ou pauvre? L'Algérie, pays riche ou pauvre? Je sais pas, l'Australie, pays riche ou pauvre? Et d'ailleurs, c'est l'Australie qui a été colonisée. S'il n'y avait pas eu la colonisation britannique, est-ce que l'Australie serait riche? Question. On va pas y répondre. Mais vous pouvez quand même avoir un début d'élément de réponse, quand même. Les premiers finissent par accepter d'aider les seconds. D'aider les seconds. Alors, il y a une volonté d'aide, en plus, qu'on demande. Mais on ne parle jamais de technologie. Hein, on ne parle jamais de technologie. On ne parle pas du fondement de la richesse des nations européennes. On vous dit juste les Européens sont des voleurs. Voilà, et ça, c'est très dangereux, parce que je vous dis, c'est ce genre de reportage qui amène à cette idéologie globale, après. Hein. Mais les Européens sont des voleurs, ils n'ont pas de richesse globale, ils ne créent pas de richesse, ils vont puiser, puis voler la richesse des autres. Voilà le fondement de leur richesse. Je ne dis pas que la mondialisation est une mauvaise chose en soi. L'intervenant allemand, on est dans le politiquement correct, hein, évidemment. Je ne dis pas que la mondialisation est une mauvaise chose en soi. Oh non. Tout dépend des règles du jeu. Mais pour l'instant, ces règles sont édictées par les riches pour les riches. Ces règles sont édictées par les riches pour les riches, puis on nous montre des images, on ne comprend pas trop, c'est des émeutes dans certains pays, mais il faudrait comprendre qu'on culpabilise, c'est notre faute s'il y a tous ces désordres. Le capital peut circuler partout librement, sans contrainte, et s'investir où il veut. Ouais, ben ça, c'est problématique, gravement même problématique, parce que c'est ce qui a encouragé les délocalisations et tout. Mais on peut en parler, parce que les délocalisations, c'est aussi retirer du boulot ici pour aller en mettre là-bas, dans les pays pauvres, soi-disant. Mais pas la main-d'œuvre. Ah bah, pas la manœuvre. Ah bah si, déjà c'est le cas qui est en train de se faire. Mais alors le monsieur il est trop fort, il nous dit ah bah il n'y a pas la manœuvre. Alors qu'en fait, faut ramener tout le monde, quoi. Faut que tout le monde puisse circuler la main. Mais qu'est-ce que c'est que cette vision aberrante des choses, quoi, vraiment. Donc ce monsieur, lui, explique qu'en plus le problème, si ces pays sont pauvres, il faut ouvrir les frontières. Vous comprenez bien la mécanique qui est à l'œuvre. Là, on vous explique, les Européens sont riches parce qu'ils ont volé le reste de l'humanité. Maintenant, on est à l'époque moderne, mondialisation égale ouvrir les frontières pour tout le monde, et puis en plus, ce serait que justice par rapport à l'histoire coloniale. Un Indien pauvre qui a appris la coiffure et veut exercer son métier en Allemagne ou en Amérique ne pourra pas entrer dans ces pays. Ah, mon Dieu, un Indien pauvre qui veut exercer, alors déjà, ouais, en Amérique ou en Allemagne, mais il y a combien de chômeurs aussi dans ces pays-là, hein. Et puis là, on vous montre une image d'Épinal, on croirait que ça ressemble à Calais, de l'évacuation. Donc, voilà, j'adore le truc. Donc, vous avez ce pauvre monsieur, symbolisé dans le dessin, qui va chercher... Vous voilà devant une ambassade. Voilà. Vous faites la queue durant des heures. Vous demandez... vous faites la queue durant des heures. Tout le monde veut des visas. Vous allez dans certaines ambassades, c'est bouché de chez bouché, tout le monde veut des visas. Hein. Il y en a, ils font la pub ici, notre pays merveilleux, machin, mais là-bas, ils veulent tous venir ici. Et un visa. Vous devez remplir des pages et des pages de formulaires.
Ça, c'est plus tout à fait vrai. Hein. Le reportage ne tient pas en compte les millions de mecs qui sont rentrés sans papier, sans rien, sans machin. Et en plus, donc, un pays, vous voyez, on veut vous décrédibiliser le fait de contrôler qui rentre chez vous. En fait, contrôler qui rentre chez vous, c'est pas bien, vous êtes un salaud. Encore une fois, hein, le truc raciste, salaud, colonialiste, machin, parce que simplement, quand vous dites, oui, mais attendez, ce serait bien d'avoir une frontière et qu'on contrôle les frontières. Ben non, c'est pas bien. Vous empêchez l'humanité, les coiffeurs de venir ici. La pauvreté est très différente de ce qu'elle était autrefois. Il y a un vrai changement, parce qu'aujourd'hui, la pauvreté serait facilement évitable. Bah, la pauvreté, oui, serait facilement évitable avec des politiques volontaristes. Mais est-ce que ces politiques, elles doivent encore venir des pays européens envers ces autres pays qui n'arrêtent pas de dire « Ah, c'est l'histoire coloniale, c'est l'histoire coloniale ». Mais qu'est-ce qu'ils veulent, qu'on retourne au temps des colonies et que ce soit les pays européens qui gèrent? Parce que moi, quand je vois ça, c'est ce que ça m'inspire. La moitié la plus pauvre de l'humanité gagne moins de 3% du PIB mondial. Il ne serait pas bien difficile de réorganiser le monde pour qu'ils aient 5% du PIB mondial, par exemple. Réorganiser le monde, ouais, ça c'est sacrée ambition. Leur sort en serait déjà grandement amélioré. Cela permettrait d'éliminer la pauvreté absolue. Ah, voilà, vous avez votre retour avec notre gentil migrant légal cette fois, qui va demander son visa, évidemment. Regardez comment il accueille, c'est une honte. Vous donnez le formulaire à un homme qui le déchire sous vos yeux. Non, il se moque du monde. Donc on donnerait des formulaires, les gens les déchireraient sous nos yeux. On serait... C'est quand même extraordinaire, quoi. Donc... Voilà, donc vous donneriez, moi j'aimerais bien voir si les migrants ils sont traités comme ça m'étonnerait. Hein. On déchire les formulaires sous leurs yeux, on leur jette à la figure, c'est une blague. Hein. Vous voilà sur un vaste océan, à bord d'une... Ah, vous avez vu le lien que vous pouvez faire directement avec la situation actuelle. L'embarcation. Vous fuyez votre pays pauvre pour un pays riche. Mais dans l'eau, vous apercevez des billets de banque. C'est pour ça qu'ils sautent tous. Dans l'eau, il aperçoit des billets de banque. Oui, la métaphore. Il quitte votre pays en direction des pays riches. Les salauds. Les voilà. Donc c'est bien les Européens qui pillent son pays. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à s'en sortir. Vous n'avez pas compris. Donc, évidemment, bande de salauds, vous avez pillé le pays des pauvres. Les flux de capitaux en provenance des pays pauvres sont estimés à environ 1000 milliards de dollars américains. Les flux des provenances de capitaux en provenance des pays pauvres est estimé à 1000 milliards de dollars. Ce qui est même pas la moitié du PIB de la France. Bon. On présente un chiffre comme ça, genre, ah, attends. Et bon, c'est pas non plus supra impressionnant. C'est 8 à 10 fois le montant de l'aide internationale injectée dans ces pays. Une réforme... Ah bah, l'aide, on sait très bien que l'aide internationale, c'est biaisé. De toute façon, ça ne sert à rien. Mais c'est les mêmes mecs à l'ONU qui font ça. La réforme de ce système serait beaucoup plus efficace pour réduire la pauvreté que toute l'aide au développement. L'ordre du monde se négocie à Washington, à Genève ou dans d'autres capitales. Il faut le réformer. Bah oui, mais bon, on va le mettre où, l'ordre du monde, hein, puisqu'ils veulent tous venir ici, on va le mettre à Mogadiscio, à Addis Abeba, Ouagadougou, ça va être au choix. Mais les principaux intéressés n'ont pas accès à ces lieux de pouvoir et à ces leviers. Les principaux intéressés. Alors, il faut inviter les migrants à la Fed et dans le bureau ovale, quoi. Ouais, non, mais c'est complètement fou, quoi. C'est complètement fou. Donc, des gens qui n'ont pas de droits, qui se présentent, qui sont clandestins, on nous dit, oui, qu'il faudrait qu'ils aient des droits et au plus haut niveau de la taille, que c'est pas normal. C'est quand même impressionnant, le discours, comment ils vous propagandent la tête sans vous mettre dans ces éléments-là qui sont quand même essentiels, quoi. Donc on vous dit que les migrants, ils doivent discuter avec les plus hauts représentants de l'État.
La théorie du ruissellement économique prétend que la croissance économique suffit seule à enrichir tout le monde. Selon l'adage, la marée montante remet tous les bateaux à flot. Mais c'est faux. Ah bah oui, c'est faux, ouais, c'est faux. Mais qu'est-ce qu'ils veulent en fait? Moi, c'est ce que j'ai du mal à comprendre, c'est quoi le fond de la demande, voilà. C'est comme cette dame qui va s'exprimer, je ne comprends pas le fond. Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est quoi leur projet? Donc la question n'est pas la pauvreté. Ah, j'avais pas compris. La question c'est la paupérisation, et le pillage et l'humiliation. Vous mettre dans la tête que vous êtes pauvre. Parce que ces richesses, les modalités de mise en œuvre de ces richesses font que vous dépendez de leurs capitaux et de leur technologie. Ah, au moins elle a une réponse. Un peu, vous dépendez de leurs capitaux, de leur technologie. Alors, pour ce qui est des capitaux, on sait, oui, le système du franc CFA injuste, on en a beaucoup parlé. Pour l'Afrique. Mais tout le monde n'est pas dans le franc CFA dans le monde. L'Amérique du Sud en particulier n'est pas. Chaque pays a sa monnaie. Ils ne sont pas plus riches pour autant. Et les technologies, elles évoquent cet aspect-là. Et ça, c'est marrant, parce que ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que les pays d'Europe devraient fournir gracieusement de la technologie au reste de l'humanité, au nom de cette même humanité, pour qu'ensuite, de toute façon, 20 ans après, on leur crachera dessus, salaud, et tout, et puis vous l'avez attendu 200 ans pour nous la donner, la technologie. Parce que c'est un peu ça, hein. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'on leur donne tout? Et que voilà, tout le monde, il n'y a pas aussi des gens à se mettre un peu en branle, hein, à faire en sorte aussi de faire les choses eux-mêmes? Donc cette dépendance financière, monétaire, technologique ne vous permet pas de mettre en valeur vos propres ressources. Bah, cette ressource ne permet pas de mettre en valeur vos propres ressources, mais il y a quand même comment dire, un aspect des choses, c'est que de toute façon, un État quand même, il a des ressources naturelles, il faut pouvoir les exploiter. Or, on sait très bien que justement, pour l'essentiel des ressources naturelles, même du pétrole, etc., ça nécessite une industrie et une technologie de pointe que beaucoup de ces pays n'ont pas. Donc, voilà, ils doivent trouver un accord et la meilleure négociation possible entre des pays développés d'un point de vue technologique et qui ont les modalités pour pouvoir exploiter des ressources, à d'autres pays qui ont des ressources, mais qui ne peuvent pas les exploiter sans l'apport technologique de ces autres pays. Donc on devrait bien trouver un point d'accord, hein, plutôt que dire oui, non, il faudrait qu'ils nous donnent la technologie. Ça, c'est un peu abusé. Ah, bah, on va vous donner la technologie en plus. Et parce que vous êtes entré dans un modèle économique qui fonctionne avec ces ressources naturelles-là. Donc, le problème n'est pas la pauvreté, c'est un faux débat. En Afrique aujourd'hui, je m'y essaie, quoi. Moi, je pense qu'on a tout pour créer, pour redynamiser les économies locales. Alors, je comprends pas, il y a 2 secondes, elle nous dit on n'a pas de capitaux, on n'a pas de technologie, et puis, dans la phrase d'après, on a tout. Bah, non, vous n'avez pas tout, parce que visiblement, il vous manque et des capitaux et de la technologie, ce qui est essentiel pour pouvoir démarrer des projets. Donc, vous voyez un peu, et c'est toujours ce discours-là, voilà, on a tout, pourquoi là, ne pas dire, bah non, on n'a pas de technologie, on n'a pas de capitaux, il va falloir qu'on s'entende, voilà, et peut-être trouver un espèce de curseur, qu'on passe au juste milieu. Mais dire, oui, on a tout et tout, on n'a pas besoin d'eux, visiblement, non. Pour vivre dignement, sainement. Mais il y a le télescopage constant, permanent, d'autres images et la création de besoins. Et le choc psychologique est tel que, individuellement et collectivement, vous avez l'impression d'être arriéré, que les autres avancent, vous ne progressez pas parce que vous ne possédez pas. Ah oui, mais ça, c'est le monde de la société de consommation qui a décidé ça, qui a mis une échelle. Effectivement, des pays qui ne consomment pas sont hors du coup, hors du circuit et n'ont pas de considération. Je peux comprendre ce qu'elle dit dans la psychologie, oui, on se sent pauvre, mis à l'écart, etc. C'est aussi vrai, c'est vrai. Mais c'est pas une situation qui va trouver une solution dans l'espèce de repentance permanente qu'on veut mettre sur le dos des Européens.
Et ne jamais, d'ailleurs, se déresponsabiliser totalement pour ne jamais comprendre à l'intérieur de soi là où est-ce que ça va pas non plus. Mais ce que vous voulez posséder, vous ne le produisez pas. Vous devez vous endetter pour l'avoir. Donc vous vous mettez en situation d'esclavage en vue d'atteindre l'autre qui ne demande que ça. Ah bah oui, mais dans ce cas, si on est conscient de ça, faut vraiment le porter au niveau politique. Parce qu'effectivement, les pays du Sud vont acheter des biens et des matériaux, on va dire des produits finis à des pays du Nord, alors même que ces pays-là n'exportent que des matières premières et des choses qui ne rapportent pas énormément d'argent. Et tous les médias jouent un rôle pernicieux dans cette affaire. Les médias, encore une fois, les médias. Moi, c'est là que je vous dis, cette limite des médias, les médias responsables de tout, parce que les médias, vous l'avez vu, les médias, c'est Arte, voilà, c'est bien les médias, et les médias, pour le moment, ils sont pas du tout sur la ligne de dire non... comment dire, on va donner une image des pauvres, puisqu'ils expliquent aux pauvres, c'est de la faute des Européens, etc. Vous êtes des salauds, vous avez été des salauds pendant toute votre histoire. Voilà ce qu'ils disent les médias. Donc les médias, ils vont dans le sens de cette dame. C'est l'inverse. Donc les médias ne peuvent fonctionner que sur la base de la publicité. La publicité pose les plus pauvres à s'appauvrir davantage et à s'enchaîner. Ah ouais, non, dans ce cas, il faut enlever la publicité pour enlever la tentation aux pauvres de ne pas pouvoir avoir envie d'acheter des biens qu'ils ne pourront pas acquérir. Ça devient très compliqué, hein, le monde d'aujourd'hui. Hein. Donc, l'un des défis de la solidarité internationale, est-ce que les consommateurs et les citoyens du Nord... Alors, la solidarité internationale, les consommateurs et les citoyens du Nord, d'accord, je ne savais pas qu'on formait quelque part un groupe social, les consommateurs du Nord, vous voyez, encore une fois, cette vision, les Européens, un peu comme les Européens, de toute façon, on voit les Africains, et qui se plantent complètement, parce que les Africains, c'est pareil, ils sont tous différents, là, c'est pareil avec les Européens, mais c'est le même tropisme, les Européens, tout le monde dans le même paquet, les citoyens du Nord, qui penseraient la même chose. Ils sont prêts à renoncer aux marchandises et acheter le moins cher possible et à enrichir les multinationales de telle sorte que chez nous, la guerre pour le pétrole, l'uranium et les ressources naturelles puissent se calmer. Alors ça c'est abusé, alors plus de pétrole, plus d'uranium, donc plus d'électricité, plus rien, plus machin, pour pas qu'eux s'entretuent. Donc les consommateurs du Nord, ceux qui doivent refuser. Ah ben non, ça vient du Congo, moi monsieur j'en veux pas, etc. Et je pense que c'est pas vraiment la solution pour qu'ils se sentent mieux là-bas. Donc en gros on nous explique, c'est en stoppant la consommation qu'on va certainement régler la paix là-bas. Faudrait peut-être qu'ils règlent la paix sans ça, quoi. Faudrait qu'ils essaient de faire la paix déjà entre eux. Ou alors est-ce que les citoyens du Nord, même les plus engagés, peuvent penser que le chômage, la croissance ne se gagne qu'en pillant le Sud. Ça, c'est le problème, la question de confiance aujourd'hui qu'il faut poser aux militants du Nord. Eh ben, les militants du Nord, je vous demande alors, vous croyez que la croissance et le chômage ne s'obtient qu'en pillant les ressources? Un peu tordu, je pense qu'effectivement, il y a des problèmes, il y a des contradictions dans certains raisonnements. En tout cas, pour moi, il y a une évidence, c'est qu'on veut toujours, constamment nous emmener directement dans la culpabilisation, la repentance, le discours victimaire, un rappel d'une histoire coloniale complètement mythifiée, simplifiée, amalgamée, pour des gens qui sautent sur leur chaise, qui nous parlent d'amalgame, pas d'amalgame toute la journée. Je veux dire, là, quand on parle de ces sujets-là, par contre, là, l'amalgame est autorisé, voire même indispensable. Et là, donc, on te met les Européens, du machin, du truc, on te mélange tout dans l'histoire coloniale, on te fait un gloubi-boulga, et on t'explique, voilà la vérité. Donc, je suis pas du tout, d'accord avec ce genre de vision qui nous est présentée, voilà, toujours, parce qu'elle contribue
à la fois à forger, on va dire, des arguments qui vont dans le sens de l'idéologie antiraciste, donc du chantage au racisme permanent. Donc là, ça le valide, ça le cautionne, ça l'encourage, voilà, avec ce genre de reportage. Et en plus de ça, c'est une vision déformée de l'histoire, et c'est exactement la vision que les gens vont vous sortir quand ils vont vous sortir l'idéologie en disant « Ah, mais la France a tout pillé, ils te font un micmac, un gloubi-boulga, on te met tout exactement comme ils l'ont fait dans ce reportage. » Donc moi, je pense que, vous voyez, la nocivité des idées, elle est portée voilà, au plus haut niveau et de façon très officielle. Voilà. Alors, on me dit, est-ce que tu penses qu'il est possible d'avoir un attachement pour plusieurs nations, ethnies, religions en même temps? Par exemple, une personne pourrait-elle attacher à son pays d'origine, de racine, quel est son pays de naissance, d'éducation, de culture, où l'une doit en définitive toujours primer sur l'autre? Pour moi, avoir plusieurs religions, c'est contradictoire. Hein. J'en ai jamais rencontré des gens qui me disaient « je suis chrétien musulman » ou « je suis bouddhiste ». Protestants, enfin, ça me paraît complètement contradictoire, déjà, les plusieurs religions. Plusieurs ethnies, t'as pas le choix. Tu peux être, issu de plusieurs ethnies, c'est mon cas. Donc ça, c'est en aucun cas un choix. Hein. Et après, donc, il faudrait qu'il y ait un attachement à l'ethnie. Tiens, c'est marrant. Donc, ça veut dire que l'ethnie donc, a bien un ressort génétique profond. Et donc, dans ce cas, on pourrait parler de race et peut-être aller dans les travaux des gens qu'on fait sur les races. Alors moi, je veux bien ouvrir ce sujet sur les races. Mais s'il y a bien un attachement ethnique, c'est bien que l'ethnie n'est pas le hasard. Et plusieurs nations, un attachement de plusieurs nations, ça dépend. Si on me dit, oui, j'aime bien aller en vacances dans mon bled, voilà, j'aime bien, d'accord. Mais c'est quoi, à quel niveau d'attachement? Si demain il y a un conflit entre les deux nations, c'est quoi le niveau d'attachement? Et si demain, il y a un vrai choix civilisationnel qui se joue entre les deux nations, quel va être ce niveau d'attachement? Donc pour ma part, je ne pense qu'il n'y a pas de double allégeance concernant les nations. Un attachement, certainement, on peut être attaché à une nation, mais maintenant l'allégeance, c'est-à-dire là, il n'y en a qu'une pour moi. On n'a forcément qu'une seule allégeance, quelle qu'elle soit. Mais on n'en a qu'une. Je ne crois pas aux plusieurs allégeances, aux doubles allégeances, encore moins les triples allégeances, ce serait encore pire. Donc non, j'y crois pas trop. Voilà ce que j'en pense. En tout cas, par contre, je me pose la question, c'est quoi l'attachement à l'ethnie? Enfin, je pose la question, je sais que ça existe, mais c'est marrant que ce soit soulevé parce que la race n'est même pas reconnue en tant que telle en France. Bon. Voilà, alors, allez, qu'est-ce qu'on me dit? Que faisait l'Observatoire des droits de l'homme? On se demande bien qu'est-ce qui branlait pendant que les Européens étaient en train de piller. On me dit, pour les migrants et même les Français mal logés, il y a une solution, réquisitionner les 6 600 000 logements vides appartenant à des banques et assurances privées. Et pour la police, cela fait des siècles qu'il y a un problème, car toujours utilisé comme ministre du pouvoir. Regardez le reportage Gangster de la République. Ma question est simple, ne penses-tu pas être le contre-pouvoir utile en portant les mêmes discours que Philippot, l'homme le plus diffusé des médias de France 2. Je précise que regarde le reportage. Bah écoute, c'est ta vision des choses. Si tu penses que je suis un adepte de Philippot, je sais pas, après tout, et si Philippot il dit des choses intéressantes, c'est pas parce que c'est Philippot. Voilà, ça c'est le réflexe gauchiste. Philippot Philippot, il dit ce qu'il pense. S'il dit quelque chose d'intéressant, je serais d'accord avec lui. Et je serais pas d'accord avec lui parce que c'est Philippot qui est au FN. Non, c'est que grâce à ce genre de questions, c'est une façon de toujours utiliser la rhétorique. Parce que lui, il passe à France 2, mais tu pourrais finalement, toi, être à ton tour journaliste chez France 2 ou chroniqueur, parce que c'est la même mécanique. Donc, si tu penses comme Marine Le Pen, mais c'est que t'es un salaud. Mais elle a dit le ciel est bleu, le soleil est jaune. Ah bah ouais, mais quand même. Donc ça voudrait dire que quand quelqu'un dit quelque chose d'intéressant, si on est d'accord avec lui, puis pas de chance, c'est un mec du Front National, on a un horrible salaud et ce que je dis n'a pas d'intérêt. Ça, c'est exactement la même mécanique qu'ils utilisent dans les médias toute la journée, les tasers idéologiques, pour faire taire les adversaires et faire taire la parole. Vous êtes d'extrême droite, vous êtes ceci, vous êtes cela, comme on l'a vu dans la vidéo avec Laurent Deutsch, c'est l'extrême droite, etc. C'est le meilleur moyen pour faire taire les gens. Mais ça ne marche malheureusement de moins en moins, j'ai presque envie de dire plus du tout. C'est une technique qui va connaître un terme, qui va être éculée à force. Alors, on me dit,
Concernant les migrants, les médias de masse nous rabâchent du matin au soir qu'il s'agit de réfugiés de guerre et non de migrants économiques. Ma question est pourquoi une très grande partie de ces migrants fuient la guerre sans femme ni enfants? Donc, première question, est-ce que ce sont vraiment des réfugiés de guerre? Pour moi, comme je l'expliquais, réfugiés de guerre, c'est des gens qui viennent de pays en guerre. Quand on vient de Somalie, machin, on me dit c'est la guerre. Putain, mais ça fait 50 ans que c'est la guerre, ça fait 100 ans qu'ils sont en guerre là-dedans. C'est la guerre, c'est quoi les guerres tribales, les guerres machin? J'ai vu la guerre en Moria, là, dans le fin fond de l'Éthiopie, et c'est la France qui est responsable de ces guerres encore, hein, où je sais pas, qu'il va falloir encore se coucher. Donc non, je trouve que c'est complètement aberrant. Alors, on me dit, la semaine dernière, le Sénat a voté la loi 1880 sur la presse en facilitant les poursuites contre les internautes. Quel est ton avis concernant cette loi? On a vraiment l'impression que la liberté d'expression est en train de mourir lentement en France. Et ben, je suis entièrement d'accord avec toi. Et les lois, elles sont de plus en plus inquiétantes et toutes les lois vont dans le sens de restreindre la liberté sur Internet. On a bien senti qu'on était la cible puisque c'est le dernier espace où il y a encore un peu de liberté d'expression. Un peu. Mais qui a tendance effectivement à reculer. Oui, la France est vraiment un pays voilà, qui nous confirme que voilà, on est en train de reculer chaque jour. Alors, on me dit, selon la propagande, mais nous n'avons aucune confirmation sur ce qui se déroule à Calais, il est logique de penser que ceux qui arrivent là n'ont aucune envie d'être déplacés et éparpillés en France, vu qu'ils veulent passer coûte que coûte en Grande-Bretagne. Les commerces brûlent, ne faut-il pas justement les brûler pour les forcer à partir des lieux? Ah bah, j'en sais rien, ça. Visiblement, ça fait 2 semaines qu'ils brûlent tout, parce que, ah, ça c'est le complot dans le complot, c'est les flics qui brûlent les trucs pour pas que les mecs reviennent, machin. Ce qui est insinué, j'imagine. J'en sais rien, quoi. Mais après, tu sais, à toujours voir les complots, des complots dans le complot. Hein, puis c'est simplement si c'était vraiment tout simplement des sauvages à la con qui brûlent les trucs. Tout simplement. Ouais, tout simplement. Alors, on me dit, ces migrants ne sont-ils pas victimes de déstabilisation fomentée par l'Occident? Je trouve aussi que le migrant n'a pas la parole et le sujet idéal pour agir les tensions et les électeurs ne pourront pas rehausser le débat. Le migrant n'a pas souvent la parole. Le migrant. Alors déjà, il faut qu'il parle français, hein, parce que donner la parole, je sais pas si vous parlez le Swahili, mais bon, ça va être compliqué, parce que les mecs, visiblement, ils viennent d'Afrique de l'Est, hein, la majorité. Après, oui, voilà, c'est toujours ça, oui, rehausser le débat. Qu'est-ce que ça veut dire, rehausser le débat? Parce que il y a des choses qui sont plus nobles à parler, mais pourtant, ça, c'est un problème qui nous concerne. Parce que demain, les migrants là qui sont en train de s'installer en France, partout, qui vont venir, parce que ça c'est la première étape. Vous ne comprenez pas, la prochaine étape, c'est une fois qu'ils sont installés, cette fois on pourra les faire venir encore plus. Si ça, c'est pas un problème majeur de la France, bah non, je suis désolé, c'est un des problèmes majeurs de la France. Ça fait partie intégrante des gros problèmes de la France. Donc rehausser le débat, cette espèce d'élitisme un peu comme ça, là... penser qu'il y aurait des débats supérieurs à d'autres, pour moi c'est un débat politique comme un autre, et la preuve, comme il fait réagir beaucoup de gens, c'est que vous vous sentez concerné par cette affaire. Voilà, on me dit, comment dire, c'est un complot contre l'histoire, certainement. Que penses-tu du plan énoncé par Albert Pike? Déjà, voilà, qu'on me montre que tout ça a vraiment existé, machin, bon, je veux bien, mais bon... Hein. Alors, on me dit, as-tu suivi l'affaire de la vidéo de Raptor Dissident sur les féministes et le Social Justice Warrior qui a créé une véritable bataille idéologique sur YouTube? Qu'en penses-tu? Ah bah, j'ai vu toutes les gauchias à l'œuvre, quoi, qui sont liées contre Raptor Dissident pour expliquer que c'était quelqu'un d'horrible, bababa, bababa. Moi, en tout cas, Raptor Dissident, j'apprécie beaucoup ses vidéos. Il est impolitiquement correct et il met le doigt là où ça fait mal, tout simplement. C'est ça qui les énerve. Voilà, il a eu toute la milice gauchiasse youtubienne à ses trousses. Moi, je préfère le big up. Alors, on me dit quoi? Que penses-tu des différents types de nationalisme civique, culturel, ethnique? Lequel, selon toi, le plus adapté à l'esprit français? Le nationalisme culturel, à mon avis. Parce que le nationalisme ethnique à la française, j'ai du mal à voir sur quoi ça pourrait déboucher. Voilà, donc je sais pas trop, tu vois. Je sais pas trop, le nationalisme ethnique, j'y crois pas. Alors, bon, bah voilà, c'est la fin, on arrive à la fin, ça y est, on a largement dépassé, là, hein, voilà, tous ceux qui me disent, voilà, hein, on est des fonctionnaires, eh ben non, voilà. Donc,
Eh ben, moi, en tout cas, je vous dis à vendredi normalement, Inch'Allah, comme on dit chez nous, hein, ou chez vous. Mais chez vous, c'est chez nous, ou chez nous, c'est chez vous, comme vous voulez. On ne sait plus. En tout cas, on se rejoindra sûrement, si Dieu le veut. Et bah, en tout cas, merci à tous, merci à la régie, merci aux métanautes, merci à tous ceux connectés. Voilà, et je vous dis forcément, c'est que si vous avez invité le Raptor Dissident sur Meta TV, mais oui, oh là là, mais il monte pas sa tête, vous n'avez pas compris encore, il ne va pas venir ici. En tout cas, il y a une chose, mais si vous l'écoutez lui, vous nous écoutez nous, et forcément vous écoutez ce message, c'est que vous êtes la résistance. Ciao, ciao, ciao tout le monde.